Chapitre 23. Sur la mer. Ce matin, c'est très tôt. Je dois me lever. Aucune lumière nulle part, aucun bruit. Il fait absolument noir. Je n'entends que le son des vagues sur la plage. On a rendez-vous dans quelques minutes avec Catania, le chef du village de Meva, pour aller pêcher à la Palangrotte à 1 mille au large. Je me lève. J'enfile une chemise que j'attrape dans la nuit et je quitte ma chambre. Je me déplace doucement jusqu'à la salle à manger, en suivant du bout des doigts les murs de chaux qui s'effritent en poussière pour me diriger jusqu'à la porte et descendre la marche en pierre qui donne sur la mer. Koulondi est déjà là, sur la terrasse. Il fume dans la nuit en buvant son café. En inhalant une longue bouffée, il me dit en s'étranglant dans une crispation. Quand je fume maintenant, j'envoie la fumée seulement dans le poumon droit, parce que c'est le gauche qui me fait tousser. Il faudrait le couper à présent. De toute façon, ça repousse bien ces choses-là, non ? J'écoute la profondeur de la nuit. Koulondi me tend une petite tasse qui se dessine sous la lumière des étoiles. Quelle douceur inégalable de sentir les arômes d'un café, encore à moitié endormi, et de se laisser envelopper par le vent chaud de la mer. Il poursuit en me disant « Prends de l'eau, du pain et du saucisson. On y va, c'est l'heure. Et n'oublie pas ta pommade pour le soleil. » On saisit la caisse des lignes de pêche de fond soigneusement préparées la veille, ainsi que les 2 cannes à moulinet, et on descend sur la plage. Koulondi fredonne gaiement des bouts de chansons. Cigarettes, cacahuètes, du pain pour les mouettes. Non, 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 j'irai pas chez ma tante. C'est pas beau et ça sent le pipi de chat. Quand elle parle, elle respire, elle soupire. Ça foutrait les chocottes à Dracula. Les chiens nous suivent entre les maisons délabrées et bouffées par le sel. Tout est silencieux. On passe sous le grand couvert en tôle du déchargement des poissons. L'odeur est si forte qu'elle me brûle l'âme et le fond de la gorge. J'ai l'estomac qui vacille. Ce matin, l'effluve du poisson n'est pas le seul à se mêler à tout ça. On arrive alors sur le sable fin au bord de la plage. On rejoint une dizaine de pêcheurs qui sont réunis autour d'une lourde barque en bois. Ils chantent ensemble, tout doucement. La chanson est très courte, et sur chaque refrain, ils s'unissent tous de toute leur force pour faire glisser l'embarcation sur le sable par poussées d'une 40aine de centimètres. En 5 minutes, ils ont réussi à amener l'avant du rafio de fortune jusqu'à l'eau dans les premières vagues. Louvava est écrit en grosses lettres peintes sur l'arrière du bateau. Cela veut dire punaise en Ubuntu. C'est comme ça que les membres de l'ethnie Ovimbuntu qui composent le village de pêcheurs les appellent. La vie est devenue si difficile, ici dans le désert. Ne demeurent que les cailloux, la poussière, un soleil dur comme le fer. Tout semble mort, comme si aucun animal ne pouvait encore habiter ce silence. Je n'ai aperçu qu'un petit oiseau. Tout est complètement desséché, grillé par la chaleur, et le bois pour cuisiner se fait rare. Un peu plus loin, près du village, sur les anciennes ruines d'un temps passé, sous le seul grand arbre de la vallée, un vieux puits colonial à l'eau saline est toujours utilisé. L'eau remontée avec une corde sent fort le sous-sol humide. Elle alimente tout le hameau, et la seule chose qui reste alors pour vivre, ce sont les quelques poissons qui subsistent dans la mer. Et pour les garder, il faut les sécher avec du sel pendant des jours au soleil. Catania termine les préparatifs dans l'embarcation. Avec une canette de coca découpée, il ajoute 3 volumes d'huile dans un bidon d'essence. Il nous fait monter sur l'arrière du bateau après avoir chargé le matériel. Tout est prêt. Il ne reste que le plus dangereux à faire. Réussir à franchir la barre de la mer sans retourner le rafio dans le grand rouleau. Il se trouve à 500 mètres du bord. Ce sont d'immenses vagues qui se heurtent entre elles dans un long passage. Si on se prend dedans quand on part à la nage, on ne peut plus revenir sur la plage. Sur le signal de Catania, tout le monde devra s'élancer pour engager le bateau et lui donner toute l'inertie disponible
pour lui permettre de traverser la très courte pause dans ce broyeur perpétuel. On attend. Et soudain, le cri s'élève. L'embarcation est alors puissamment propulsée par tous les hommes qui se lancent dans la mer le plus loin possible pour pousser l'embarcation. Au dernier instant, Catania et un grand colosse musclé qu'ils appellent Staline sautent à bord. Ils saisissent les grosses rames et de toute leur force. Dans une concentration mêlée de crainte, scrutant férocement les vagues, ils s'acharnent. Ils doivent réussir à passer et à fendre le dangereux rouleau de 2 mètres de haut qui rugit sans cesse dans la nuit. Sur la première vague, épaisse de mousse, je ne suis pas tranquille. Le bateau a déjà pris un angle inquiétant. Les 2 pêcheurs ont replié leurs rames. Catania plonge le moteur, déjà démarré, désormais assez loin du fond pour ne plus risquer de tordre l'hélice. Il engage toute la puissance du moteur qui nous dirige contre le monstre. On passe la 2e vague, sur une mousse encore plus abondante. La moitié du matériel embarqué se percute et vient s'écraser sur mes pieds. Je m'agrippe fort à tribord, sans savoir trop quoi penser. On arrive alors à une bonne vitesse sur le rouleau qui, en effet, a étrangement diminué de volume. On frappe toutefois de plein fouet la grande vague. Le bateau se dresse et pointe vers le ciel. Staline, agrippé à la proue, essaie de faire contrepoids. On retombe en avant, dans le creux du monstre, pour redescendre et remonter encore. Le moteur hurle au maximum, car l'hélice est sortie de l'eau avant qu'elle ne plonge à nouveau, lancée avec force pour continuer toute sa course. J'ai pris la vague en pleine figure. Je suis trempé jusqu'au cou, et j'ai réussi à sauver mon chapeau qui s'envolait. Tout le monde rigole. On est passé. Et on part, loin de la côte, au milieu de la nuit qui se dissipe dans un grand silence. Une histoire se dessine sur la mer, entre le ciel et la terre. Je me laisse longuement emporter par le vent frais sur l'eau noire, d'un bleu roi, où tout se recouvre d'une couche d'argent miroitant en millions de mouvements. En fait, j'aime tant les vagues. Elles sont infinies sur l'immense surface immobile du monde. Les plus petites ressemblent à la peau d'une orange étendue. Elles sont entièrement martelées sur des morceaux de vagues plus grandes qui tournent entre elles, dans une danse qui tourbillonne sur le roulis de la mer. Je ressens la vaste houle qui respire et nous emmène sur un puissant mouvement. On navigue sur les dunes d'un désert sans fin, teinté d'outre-mer. L'océan avance silencieusement, en élevant notre bateau de bois comme un roi, avant de le rabaisser, misérablement, similaire à une coquille en équilibre d'une demi-noix. Les vagues toujours se heurtent entre elles sur la crête des eaux pour se transformer en écume. Il ne reste alors jamais rien, rien que de la mousse, semblable à du savon sur d'épaisses bulles qui disparaissent immédiatement. Dans notre grand déplacement paisible, le ciel s'est couvert de nuages. Il est fendu de nombreuses cassures qui laissent apparaître les premiers rayons du soleil levant. Celles-ci le découpent encore, pour mieux pouvoir venir frapper les falaises, les cailloux, et percuter toute la roche qui s'illumine au loin, jaune, effritée par l'usure du monde. Notre bateau n'a pas de quille. Son fond est complètement plat. Il est tellement vieux et usé qu'il a une allure ancestrale. Des générations de pêcheurs l'ont 1000 fois réparé avec des morceaux de fortune. Des planches non rabotées qui ont toujours la forme d'un arbre sont clouées de travers. Des demi-tuyaux de plastique fondus sont encastrés sur les bords du vaisseau pour renforcer tous les bois désagrégés par la traîne et le hissage quotidien des filets. L'embarcation prend l'eau, elle est fissurée. Et dans les entailles, plusieurs couleurs de peinture apparaissent. Du vert, du jaune, du bleu. Ce sont toutes les multicouches des ultimes réparations de sauvetage d'une petite chaloupe en péril. Il faut donc écoper toutes les 30 minutes avec un bidon d'huile découpé sur toute sa hauteur. Ils ont juste gardé la poignée pour pouvoir l'utiliser comme une pelle à eau. Les 2 rames sont faites de grandes poutres placées entre 2 crochets de métal pivotants. À l'extrémité de ces pièces de bois, une planche est fixée. Sous chaque tête de clou, 2 fragments de plastique sont insérés pour prolonger la durée de vie de l'assemblage. L'ancre est faite de 2 grosses pierres qui sont attachées ensemble au bout d'une longue corde verte de 200 mètres. Elle est faite de morceaux de corde différents, de diamètres variés.
On la jette alors, en coupant le moteur, pour se laisser diriger par le courant. C'est seulement à cet instant que je découvre la puissance de toutes les eaux en mouvement. Le bateau pivote et s'oriente rapidement. Koulondi se lève et s'écrie « Aujourd'hui, le courant vient du nord. C'est de l'eau chaude. Il devrait ramener des coryphènes. Tu vois lesquels ? Ce sont les magnifiques gros poissons carnivores aux couleurs arc-en-ciel. » On se prépare. Je découvre la vie sur un bateau de pêcheurs. L'espace est très restreint. Chacun doit rester à sa place, aux quatre coins, sinon le rafio bascule. Il a le fond plat, c'est dangereux. Alors on ne bouge plus pendant les 8 heures de la journée, sous le soleil. On se lève uniquement si on attrape un gros poisson, si on remonte l'ancre et qu'il faut aider à tirer sur la corde, ou quand il faut pisser, parfois, au milieu de tout le monde, comme sur une grande place publique. Le fond du bateau a du sable de la plage qui s'est embarqué avec toute notre cargaison de matériel. Il est utile pour aiguiser les couteaux qu'on frotte contre les bois. Un bidon d'essence gras couvert d'huile traîne aussi là, avec des caisses en plastique remplies de tout le nécessaire pour la pêche de fond. Dedans, on a mis les hameçons, les lignes et les plombs. Elles sont composées d'un fil principal sur lequel on attache un bout plus fin, toujours en nylon, avec à l'extrémité des hameçons frappés de 3 émerillons. Mais le dernier, tout en bas, c'est un plus grand pour attraper du plus gros. Au début de la ligne, en haut, on fait juste une boucle, pour venir la fixer sur un long fil épais et résistant de 200 mètres. Le fil est enroulé sur un cadre rectangulaire en bois, cintré par l'eau de mer qui le voile quand il sèche au soleil. Nous avons encore chargé des caisses thermiques en plastique, éclatées, réparées avec du scotch gris d'électricien. Elles serviront pour le poisson. Quelques outils permettent aussi de démonter le moteur, mais aucun gilet de sauvetage n'est à bord. Ça n'existe pas dans le désert, ces choses-là. Et Catania nous dit « Cela fait 40 ans que je pêche, et vous savez, je ne sais pas nager. » Pour pêcher, on découpe des sardines en morceaux. Il faut commencer par racler les écailles avec le côté du couteau. Je m'en ramasse toujours dans la figure quand je gratte. Dans les yeux aussi, et sur les habits ou dans les cheveux. Ça colle, ça glisse, c'est gras. On ne peut pas faire autrement. Ensuite, il faut couper les appâts sur la tranche en filets et les lever d'un geste précis pour ne pas se prendre dans les arêtes. Puis, il faut planter ces petits cubes 3 fois sur les hameçons en commençant systématiquement par percer la peau en premier. Il faut rester concentré, sinon je m'enfonce tout dans les doigts et avec le sel dans la mer, nos mains brûlent en silence. C'est en respectant des actions minutieuses, sans précipitation, que j'arrive à lancer ma ligne munie de 8 hameçons et d'un plomb de 500 grammes par 130 mètres de fond. Mais quelle histoire la pêche! On attrape beaucoup de petits cachouchots, de très jolis poissons, roses, avec des grands yeux ronds, tout tristes. On a remonté un immense garoupa de plus de 20 kilos. Ça ressemble presque à un crocodile. Un poulpe, mais c'était choquant de capturer ça. Je me sens vraiment coupable après. C'est trop vivant, un poulpe. Et puis des énormes corvinaches à la peau d'argent, des pargots avec de grandes dents, des bogas blancs, des papagayos bleu turquoise, et une murène aussi, des rascasses qui piquent, et un poisson sans nom. Il ressemblait à un dinosaure. Selon les pêcheurs, il est mortel, alors on ne l'a pas gardé. Parfois, dans la journée, la mer devient plate. C'est un miroir dans lequel j'admire le ciel. Et quand je la regarde longtemps, elle ressemble à une mer d'huile à la couleur pétrole. Nos habits sont couverts de sel et de morceaux de poisson séchés au soleil. Je me transforme aussi, en carton, sous un ciel de plomb. Soudain, tout le monde tourne la tête. Une baleine respire au loin. Elle offre un souffle immense à l'océan. Elle fait vibrer la mer et nous procure l'étrange sentiment d'être observés, comme si nous étions la proie d'un prédateur. Je ne me sens plus tranquille. Mon esprit déconcentré écoute. Et puis, subitement, quelques instants plus tard, plus rien. On se retrouve seul. La présence omnisciente a disparu. Nous voilà redevenus de simples élèves ignorants, délaissés
avec révérence par notre maître pacifiste, là, au milieu de toute sa classe.